Bonjour Jacques Attali. Bonjour. Merci d'être notre invité sur TV5 Monde. Évidemment, on ne vous présente plus. Vous publiez d'ailleurs un ouvrage qui s'appelle France 2040, Fragments d'avenir. Vous avez dirigé un certain nombre d'intellectuels, de personnalités engagées pour dire quel sera l'avenir. L'avenir, j'allais presque dire, il bouscule aux portes aujourd'hui dans cette actualité incroyable. La libération des otages israéliens par le Hamas, c'est fait. Est-ce qu'on peut dire, comme Donald Trump l'a fait, la guerre est terminée? Non, je ne pense pas qu'on puisse dire ça, mais j'aimerais bien être optimiste tout le temps. La guerre n'est pas terminée, dans la mesure où le Hamas reste armé, dans la mesure où il n'y a pas d'entité palestinienne reconnue comme telle par les Israéliens, dans la mesure où la colonisation continue. On ne peut pas dire ça. La guerre sera terminée quand il y aura un gouvernement israélien et une organisation palestinienne qui se reconnaîtront réciproquement, comme ça d'ailleurs fut le cas il y a quelques années. Non, on ne peut pas dire que ça soit terminé. Et on peut reconnaître aussi le rôle de Donald Trump. Oui, bien sûr, il faut reconnaître. Vilipendé, accusé aujourd'hui, mais là... Il y a plusieurs Donald Trump. Il y a celui qui est en train d'installer une dictature aux États-Unis, et puis il y a celui qui a réussi à forcer la main aux Israéliens et aux Palestiniens avec une intervention forte des puissances arabes. Si les puissances arabes, saoudiennes, qataries, etc., n'avaient pas rallié ce camp, on n'en serait pas là. Oui, ça veut dire aujourd'hui, la paix est encore à construire. Quelle place peut-être Parce que le Hamas est encore armé et on ne voit pas comment... c'est ce qui va se jouer maintenant. Comment faire désarmer le Hamas alors que l'armée israélienne n'a pas réussi à le faire. Oui. C'est effectivement aussi l'enjeu, c'est qu'aujourd'hui le Hamas reste populaire, notamment en Cisjordanie. Oui, enfin, on n'est pas là pour parler de ça, mais aujourd'hui, s'il y avait des élections, il semblerait que quelque chose qui ne s'appellerait pas le Hamas, parce que ça ne pourrait pas être sous ce nom, mais qui serait de même obédience, serait majoritaire. Oui, le président français, Emmanuel Macron, est sur place. La France a vraiment un rôle encore à jouer. La France a joué un rôle... en faisant avancer la cause de la reconnaissance réciproque, ce qui est une très bonne chose. La France a aussi un rôle, parce qu'elle est très associée historiquement à l'avenir du Liban et de la Syrie, et qu'à mon avis, il faut penser globalement. On parle d'un plan de reconstruction de Gaza. Moi, je pense qu'il faut penser à un plan de reconstruction global, Syrie, Liban, Gaza et territoire en Cisjordanie. Ça doit être un plan d'ensemble. Oui, et Netanyahou reste encore l'homme de la situation d'Israël? Vous savez, moi j'ai toujours dit qu'il fallait qu'il laisse la place. Donc je continue à espérer qu'une opposition revenant à la reconnaissance par les accords d'Oslo soit en place. Et le gouvernement saoudien vient de laisser comprendre qu'il accepterait de reconnaître Israël s'il y avait un gouvernement israélien qui reconnaissait la nécessité d'un État palestinien. Donc on n'est pas loin d'une paix. Et aujourd'hui, malheureusement, un des points de blocage semble être plutôt en Israël. Oui. Il reste aussi avec les terroristes palestiniens, c'est clair. Oui, et en France, une situation politique, demain, le nouveau Premier ministre, le cornu numéro 2, va faire un discours... Et là, à juste titre, on parle de l'actualité parce que c'est votre rôle, et on n'arrive pas à se dégager de l'actualité immédiate. C'est normal, et on va peut-être en dire un mot dans un moment, mais... on a un nouveau Premier ministre, un nouveau ancien, j'en sais rien. J'espère qu'il va réussir à tenir à l'échéance normale, c'est-à-dire mai 2027. Pour ça, il faudrait que dans son discours, mais je n'ai pas de conseil à les donner, il propose un agenda de travail entre maintenant et 2027. Or, comme on est toujours sur l'actualité la plus urgente, la seule chose que les gens vont attendre dans ce discours, c'est la phrase qu'il prononcera ou pas sur le retrait de la réforme des retraites. S'il dit suspension, ça suffira peut-être pas. S'il dit retrait, ça suffira, mais est-ce qu'il y a autre chose? Donc, les gens attendent une mesure immédiate. Ce qui veut dire que si la mesure immédiate est voulue, eh bien, il n'y aura pas de censure par les socialistes, semble-t-il. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas une semaine plus tard. C'est pourquoi moi je pense qu'il serait préférable, dans l'intérêt de la démocratie et de la stabilité de la France, que le Premier ministre donne un agenda sur 18 mois. Voilà, oui. Je vais faire ça dans 6 mois, je vais faire ça maintenant, je vais faire ça dans 12 mois, de façon à essayer de tracer une perspective qui ne peut pas être très longue, puisqu'il y a des présidentielles dans 8 mois, mais au moins 18 mois. Oui, mais on peut se permettre d'attendre. Aujourd'hui, la situation économique, les déficits... On ne peut pas se permettre d'attendre, mais
C'est pour ça que, de toute façon, il faut voter un budget. Donc, on va se permettre d'attendre, mais les contradictions françaises sont telles qu'on ne peut pas exclure qu'on ait des élections anticipées dans un mois. C'est-à-dire des élections législatives anticipées, qui pourraient remettre en question le président de la République? Il y a 4 scénarios. Réussite de ce gouvernement, dissolution conduisant à la même chose, dissolution conduisant à la victoire du Rassemblement national et de ses alliés, et démission du président. Je pense que la démission du président, que je ne souhaite pas, je trouverais une très mauvaise chose pour les institutions, car ça voudrait dire que son successeur serait dans la même situation, puisqu'on aurait ouvert la brèche en disant qu'un président impopulaire doit démissionner. C'est pour ça que je ne comprends pas que des candidats à l'élection présidentielle demandent au président de démissionner, puisqu'il se tire une balle dans le pied en disant ça. Non, il faut créer les conditions d'une vision longue. C'est pour ça qu'on a écrit ce livre. Et c'est ce que je déplore le plus dans la classe politique française, c'est qu'ils n'ont pas de vision longue, ils n'ont pas pris le temps de proposer une vision longue, et ils n'ont pas non plus pris le temps de déduire de cette vision longue une vision à 5 ans, c'est-à-dire un programme présidentiel. Oui. Or, sans vision longue, au moins 15 ans, on ne peut pas avoir une vision de ce qu'il faut faire dans les 5 années qui viennent, et encore moins de ce qu'il faut faire dans la semaine qui vient. C'est 2040. Voilà, je montre ce livre que vous avez dirigé, Jacques Attali, avec une préface d'Edgar Morin, avec François Hollande, Enrico Letta, l'ancien président du Conseil italien, puis de très nombreuses personnalités qui, chacune dans tous les domaines... C'est pas seulement des personnalités, mais c'est, comme vous l'avez dit, des experts, des gens compétents, renommés, et j'ai eu le privilège de pouvoir les réunir d'une façon transpartisane, en leur disant bon, je ne vous demande pas un programme, je vous demande dans votre domaine d'expertise de nous dire comment vous voyez les enjeux pour la France dans 15 ans. Dans 15 ans, c'est demain matin. Si on voit 15 ans en arrière, c'est 2010, c'était hier 2010. Dans 15 ans, c'est demain, mais malgré tout, c'est très important d'essayer de comprendre les grands enjeux du vieillissement, de la technologie, du travail, de la géopolitique, de l'Europe, de l'environnement pour la France dans 15 ans. Et on s'aperçoit qu'il y a des enjeux absolument gigantesques qui exigent des réponses immédiates et qu'on déduira d'ailleurs, parce que ce livre est fait dans le contexte France Positive, qui est un laboratoire d'idées transpartisan que j'ai créé, que dirige Julie Martinez, qui vise à mettre à la disposition de la France et des candidats éventuels une réflexion globale qui pourrait leur servir. Nous allons, à partir de ça, produire au début de l'année prochaine un programme présidentiel transpartisan qui essaiera de déduire de cette vision à 15 ans une action à 5 ans. Oui, mais ça veut dire un programme transpartisan, c'est à l'usage de quel... Parce qu'aujourd'hui, on voit bien, en France, on a l'extrême droite, l'extrême gauche, on est dans une dichotomie. Oui, on est dans une dichotomie qui n'est pas du tout programmatique. On est dans une situation très classique où la seule chose qu'on voit, c'est la nécessité de se débarrasser de ceux qui gouvernent. On est dans un dégagisme. Oui. Et c'est une situation... En 2017, il y avait aussi un dégagisme à l'égard de ceux qui avaient dirigé avant, ce qui explique pourquoi M. Fillon a été éliminé. Il ne voulait pas de ceux qui ont dirigé, mais il y avait quelqu'un qui a pu s'emparer de cette réflexion, de ce désir de dégagement, c'était Emmanuel Macron, dégager la classe politique ancienne. Et ensuite, en 2022, ça a été le refus du Rassemblement national. On peut dire d'une certaine façon que, quel que soit son talent et ce qu'il avait apporté à la France, en 2022, c'est moins une élection d'Emmanuel Macron qu'une défaite de Mme Le Pen. Bon, les Français ne voulaient pas, parce qu'il y a eu une unanimité pour l'empêcher d'arriver au pouvoir. Donc, c'était un dégagisme contre Marine Le Pen. Aujourd'hui, le dégagisme est plutôt contre tous ceux qui ne sont pas dans les extrêmes. Et ce qui est désastreux, parce que ça veut dire que, normalement, si on suit l'état d'esprit de l'opinion et la façon dont la classe politique se divise, on devrait avoir un second tour entre deux extrêmes, ce qui est très mauvais pour le pays, dans lequel il n'y aurait pas de combat programmatique, mais un combat d'abord, au premier tour, d'union des extrêmes pour éliminer tous ceux qui ont fait beaucoup de mal à la France parce qu'ils ont gouverné depuis 50 ans. On voit le discours qui peut être tout lu. Et ensuite, un affrontement des deux extrêmes qui se traduirait évidemment par la victoire de l'extrême droite. Oui, ça veut dire que c'est une issue
si on ne passe pas par ça, c'est-à-dire quelque chose de transpartisan, au fond, où tout le monde se met autour de la table, vous dites que la France va à la catastrophe? Si on regarde comment nos partenaires allemands, anglais nous voient, ils disent mais on ne comprend rien, hein, vous avez un consensus global pro-européen, vous êtes un très grand pays, vous avez un consensus global pour plus de justice sociale, faites-le, mettez-vous en place et travaillez dans cette direction. Oui. Mais nos partenaires oublient qu'il y a aussi un consensus global pour se débarrasser des sortants. Et que dans ceux qui ne sont pas les sortants, il n'y a personne pour incarner une cohérence raisonnable, audacieuse, qu'on essaye de tracer dans ce livre. Mais alors, vous faites la préface, Jacques Attali, dans ce livre. Vous êtes optimiste, au fond. Parce que c'est vrai, vous dressez tous les risques, mais au fond, vous dites la France a toujours su intégrer les questions d'immigration, les questions de... La France est un immense pays. Je suis très certain que la France réussira à rester un très grand pays. Elle a des atouts immenses, bien des points de vue. Elle est enviée dans le monde entier, à juste titre. Mais elle n'avance pas par réforme, elle avance par révolution. Et aujourd'hui, la révolution gronde. Est-ce que ça sera une révolution ratée, comme plusieurs l'ont été, ou ce sera une révolution réussie? Pour qu'une révolution réussisse, comme ça a été le cas plusieurs fois dans l'histoire de France, pas toujours, il faut qu'il y ait une maturation antérieure d'un programme. Aujourd'hui, il y a deux consensus contradictoires en France. Il y a un consensus pour une France pro-européenne, ouverte au monde, dynamique, innovante, libérale, juste socialement. Ça, c'est le premier consensus. Et il y a un autre consensus qui est souvent chez les mêmes personnes, qui est un consensus contre tous ceux qui gouvernent, contre toutes les élites, pour se renfermer sur soi-même, une sorte de nationalisme étroit. Et chez chacun d'entre nous, il y a les deux choses. Et on verra si c'est ce nationalisme étroit, de gauche ou de droite, d'extrême gauche ou d'extrême droite qui dominera, ou si au contraire la France fière d'elle-même et ouverte. Nous avons les deux. On a ces deux consensus qui se débattent dans l'inconscient collectif. Ils ne sont pas exprimés en tant que tels, mais ils se débattent dans l'inconscient collectif. Et nous, on a essayé de montrer que la France ouverte, positive, peut apporter énormément à ses citoyens, et qu'au contraire, à 15 ans d'ici, une France fermée, c'est une catastrophe. Mais vous dites une révolution est aux portes là, de toute façon. Oui. Oui, une révolution. D'abord, il y aura une révolution technologique. Ce qui se passe sur l'intelligence artificielle le montre. Il y aura, d'ici 15 ans, 80% des emplois vont être bouleversés. Je ne dis pas supprimés, mais bouleversés. Il y a des révolutions écologiques, dans le bon ou dans le mauvais sens. Il y a énormément de choses qui vont se passer. Il y a plusieurs auteurs qui ont montré dans ce livre l'importance de la prévention. C'est peut-être un des thèmes centraux de ce livre. C'est de dire, si on veut régler les problèmes, il vaut mieux les prendre avant qu'après. Et on voit aujourd'hui qu'en matière de santé, c'est la prévention qui compte, qu'en matière de gaspillage, c'est la prévention qui compte, qu'en matière d'éducation, c'est ce qu'on fait en matière de prévention au début qui compte. Donc, or, quand on est seulement dans la tyrannie de l'instant, on ne s'occupe pas de la prévention. Pour faire de la prévention, il faut avoir compris les dangers à moyen terme pour les prendre assez tôt. S'il y avait une chose majeure à retenir de ce livre, et en particulier c'est un article du professeur Flao et d'autres, du professeur Bancel et d'autres, qui montrent que c'est par la prévention en matière de santé, d'éducation, d'hygiène, de justice sociale, de qualité de la ville, qu'on arrivera à régler les problèmes. Seulement, comme on est toujours dans l'urgence, on ne fait pas de prévention. On règle les problèmes quand ils arrivent au dernier moment. Merci Jacques Attali. France 2040, Fragments d'avenir est publié donc chez Flammarion avec France Positive. Je montre ce livre aussi, Danser près de la porte, que vous avez publié. Alors là, ce sont des réflexions de sagesse, de philosophie humaine. C'est des petites vidéos que je fais tous les jours et que mon éditeur a trouvé justifié de publier. C'est vrai. Vous dites, est-on plus heureux quand on est gentil, par exemple? Y a-t-il un secret à la créativité? Tout faire pour ne jamais avoir à se dire, si j'avais su. Voilà, ce sont des chroniques comme ça. Au fond, la vie doit toujours l'emporter. Oui, la positivité est essentielle. C'est pour ça qu'on est sur cette direction. Et en même temps, j'ai essayé dans ce petit livre de faire, comme je continue d'ailleurs tous les jours à faire des réflexions de ce genre, en 1 minute à donner quelques savoirs ou quelques réflexions. Merci Jacques Attali. Danser près de la porte, donc, qui est publié chez Flammarion, de même que France 2040, Fragments d'avenir, que vous avez donc dirigé. Merci beaucoup d'avoir été notre invité, Jacques Attali. Merci à vous.